c'est l'avenir du travail. L'avenir du travail, vous parlez depuis 2 jours, vous évoquez l'avenir de soi, l'avenir de l'être augmenté que nous serons, les technologies qui permettent de tout faire à notre place. Moi, c'est comment on fait tout ça et avec qui. Je pourrais commencer mon propos en évoquant ici les prédictions. Il y en a toutes sortes. Et puis tous les 2 mois, il en sort de plus ou moins inquiétantes. Il y a les techno-bougons et les techno-exaltés qui chacun proposent des projections en termes de fin du salariat, fin du CDI, fin du travail. Et il faut reconnaître que dans une société comme la nôtre, ces petits ingrédients sont susceptibles d'accroître ce qu'on appelle l'anxiété, ce dont on n'a pas réellement besoin. Alors donc je ne vais pas jouer les prophètes, ni de malheur ou de bonheur à cet égard, mais me contenter d'évoquer avec vous un peu à la façon de Jourdain ce qui se passe aujourd'hui, là maintenant. Parce que là, aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans l'avenir du travail. Pour une raison simple, c'est que nous avons quitté les rivages relativement confortables du XXe siècle, qui s'énonçaient selon, j'allais dire, l'organisation que l'on appelle militaro-fordiste du travail vertical, le modèle de l'usine. Ça, c'est sûr, on l'a abandonné, et de cela, nous sommes tous convaincus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on quitte ce XXe siècle, et la manière dont on aborde le XXIe siècle, et la manière dont on pose nos petits baluchons sur ces rivages-ci. Et à cet égard, il faut reconnaître que la figure et, comment dirais-je, l'image n'est pas stabilisée. Et donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'ultime image de la fin du travail, du revenu universel, etc., qui sont des sujets passionnants, mais contentons-nous avec humilité de regarder ce qui se passe aujourd'hui et les frictions et tiraillements que nous vivons au travers de notre société. J'aborderai à cet égard, au travers de 3 concepts, un certain nombre de commentaires et j'ai l'air d'éléments susceptibles de faire avancer votre réflexion autour d'une part, le travail, tout simplement le travail, d'autre part, le salarié, la figure du salarié, et enfin, la start-up, la figure disruptive et lumineuse de la start-up. Avant de commencer ce voyage, je voulais vous proposer de nous arrêter quelque peu sur les mots. On n'y passe pas assez de temps sur les mots. Vous avez remarqué que les mots d'aujourd'hui sont tous anglais. Leadership, management, coworking, start-up, empowerment, capabilities, etc., etc. Ce qui est le plus troublant, c'est qu'on n'a pas traduit ces mots dans notre univers à nous. Le leadership, par exemple, je vous mets au défi de me trouver la définition du leadership, autrement que charisme, vision, chef. Nous, chefs, ça nous va bien. Et la réalité, c'est que le XXe siècle nous allait bien. Un monde d'ingénieurs, rangé, ordonné, classé, classification, coefficient, tout ça est à sa place. Évidemment, aujourd'hui, leadership, empowerment et autres, c'est plus flou. Et c'est la raison pour laquelle nous avons particulièrement culturellement un sujet avec l'adaptation à ce monde qui change. Le travail. Qu'est-ce que travailler veut dire? Vous allez me dire, c'est gonflé. Qu'est-ce que travailler veut dire? Tout le monde en a une définition intime, tout le monde sait ce que travailler veut dire en somme. Eh bien, il faut que je vous dise que la raison pour laquelle j'ai passé du temps, je passe beaucoup de temps à m'interroger sur le travail, c'est que j'ai constaté professionnellement, dans l'exercice de mon métier, la difficulté que j'avais soudain à expliquer ce que travailler voulait dire. J'ai pendant des années, quand je dis des années, c'est probablement 5-6 ans, à raison d'une trentaine de fois, plaidé aux côtés d'une société de production pour la défendre de la tentative de requalification de participants aux émissions de télé-réalité. Donc ce sujet, voyez-vous, me semblait, j'allais dire, intuitivement comme relevant d'une expérience, d'un jeu, enfin de tout ce qu'on veut, mais pas du travail. Et de fait, cette expérience, cette confrontation à la définition de ce que travailler veut dire m'a conduit finalement à reconsidérer ce que je savais et d'enrichir mes réflexions au travers d'analyses et d'examens de ce que nous dit la situation. Donc voilà pourquoi je suis particulièrement sensible à cette question et à cela s'ajoute aussi le fait que le travail n'est finalement pas réellement pensé. Exemple, si je vous dis, bon, le travail c'est quoi? Immanquablement à votre esprit va surgir le salariat. Immanquablement, le synonyme de travailler,
c'est le salarié, et mieux que ça, le CDI. Et c'est normal, on a été éduqués comme ça. Notre système nous indique, tout nous indique dans le système, que le principe général, c'est le contrat à durée indéterminée, c'est l'hégémonie du salariat, et c'est normal aussi parce que tout le dispositif de protection sociale et d'accès à la vie sociale a été construit autour de la figure du salariat et du fonctionnaire. Mais c'est bien de cette figure-là dont on parle. Et de fait, c'est vrai. On a beau dire aujourd'hui qu'il y a des risques sur la fin du CDI, que les nouvelles technologies sont susceptibles d'automatiser en grand nombre des emplois, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait vrai. Simplement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, eh bien, il se trouve que 88% de nos contemporains en France, en 2016, exercent leur activité sous l'égide d'un contrat de travail. Parmi eux, 82% sont en CDI. C'est vous dire que le sentiment est juste. L'hégémonie du CDI est encore en vigueur, bien que nous ayons franchi les rivages du XXIe siècle. Cela étant, si on regarde de manière plus précise les éléments, quand on regarde le marché du travail, on s'aperçoit que ce marché du travail n'est plus standard, n'est plus le CDI éternel à raison de l'exercice d'une activité pour toute la vie. Aujourd'hui, on a par exemple 16% de ce qu'on appelle des slashers, c'est encore un mot français, pour désigner la multiplicité des statuts, c'est-à-dire une activité éventuellement indépendante ou un cumul de CDD. Il y a 10,5% de CDD, ce qui est considérable. Le système indique que 80% des embauches aujourd'hui se font en CDI et 87% CDD de moins d'une semaine. Donc c'est vous dire que, certes, le salariat perdure, mais ce n'est pas le salariat à l'ancienne, avec à la clé un contrat éternel. Donc on voit bien qu'à cet égard, on a une image qui se brouille avec des personnes qui, du coup, sur le marché du travail, en matière de salariat, ne revêtent pas la casquette du salarié que l'on s'imagine de manière, j'allais dire, générique. Ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est s'intéresser à l'inventaire des modes de travail. Parce que, vous voyez, si je me fie aux statistiques de l'INSEE, en 2016, il n'y a que 11,8% de personnes qui travaillent comme des travailleurs indépendants. On appelle ça des non-salariés. C'est sympa comme désignation, par la négation. Vous avez remarqué, notre système n'absorbe pas ce qui n'est pas salarié. Donc ils sont à 11,8% non-salariés. C'est pas beaucoup, hein, ça fait a priori 2,4 millions de personnes sur plus de 26 millions de travailleurs. Donc autant dire que c'est vrai que ça reste epsilonesque. Et pourtant, on ne parle que d'eux. Alors, plusieurs événements quand même à souligner. D'abord, de 2006 à 2016, le contrat de travail, les salariés se sont réduits d'1,5 point, ce qui est quand même beaucoup en 10 ans. Et pendant ce temps-là, de 2008 à 2016, le taux de travailleurs indépendants est passé de 8 à 11,8%. Donc c'est dire qu'il y a une amplification du phénomène, et c'est rien encore par rapport à l'amplification qu'on attend de ce que l'on appelle la plateformisation de la société. Ça, c'est les stats de l'INSEE. Et vous voyez, McKinsey a produit un travail mondial au terme duquel, lui, il évalue autrement le travailleur indépendant. Il dit pour la France, ce rapport, que les travailleurs en fait, non salariés au sens que je vais vous indiquer sont de 13 millions de personnes. 13 millions de personnes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les 2,4 que je viens d'indiquer. Alors, dedans, comment ils font les experts de McKinsey? Ils prennent en considération la définition du travailleur indépendant comme étant celui qui a une relation contractuelle courte, adossée à un prix, et exécutée de manière, j'allais dire, indépendante. Si bien que dans leurs calculs, ils mettent aussi des CDD du type SS2I, c'est-à-dire celui qui a un savoir très précieux et qui vient accomplir une mission dans l'entreprise, fût-ce sous forme de salarié, mais qui ne veut surtout pas rester dans la dite entreprise. À côté de cela, ils mettent des personnes type Airbnb, hein, qui mettent en location leurs biens et qui tirent un revenu de cette location. Ils considèrent que c'est une activité indépendante qui génère du revenu. Alors, vous voyez déjà, je sais bien que les chiffres, c'est l'art de mentir avec précision, mais déjà, on a une image qui se brouille, qui n'est pas aussi simple que ça. Mais très clairement, on anticipe que la manière dont les personnes décident
de créer leur emploi ou leur activité ou leur source de revenus est aujourd'hui totalement en cours d'amplification. Mais il n'y a pas que ça. Le travail, qu'est-ce que travailler veut dire? Effectivement, aujourd'hui, on assiste à des trucs qu'on ne sait pas qualifier. Alors, je mets de côté la télé-réalité où on a vu là un travail. Je passe. Mais il y a des tas d'activités où, en revanche, on ne voit pas que c'est un travail et que ça pourrait l'être. Je parlais d'Airbnb, où je parlais de ce travail qui consiste à covoiturer une personne. C'est du loisir ou c'est du travail? Celui qui contribue à Wikipédia et qui passe des nuits blanches à réfléchir sur les 2 années de Mongolie extérieure entre 1804 et 1806, est-ce qu'il fait un travail ou est-ce qu'il s'amuse? On peut considérer que c'est plutôt du travail, vu que l'impact de ce genre de contribution, pour Wikipédia, c'est 35 millions de contributions quand même, donc ça commence à être coquet. Eh bien, ce genre de démarche a eu pour effet de mettre à mal des entreprises qui avaient pour objet précisément de produire du savoir sous forme d'encyclopédie. Donc l'impact sur l'entreprise classique est assez troublant, est assez fort, et le tout à l'aide de personnes qui ne sont pas des travailleurs, ce sont des gens. Autre exemple, quand vous prenez votre billet Internet pour prendre un avion, on va vous demander de vous enregistrer vous-même, de sortir le papier, de tirer et d'imprimer la chose. Donc vous contribuez à la création de valeur de la dite entreprise, pendant que l'entreprise en question ne met pas à disposition la personne qui était censée dans le temps de vous produire ces petits papiers. Il y a plein d'autres exemples, les logiciels de jeux, il y a des tas de communautés qui se développent, qui améliorent les jeux, enfin vous le savez quand même mieux que moi, compte tenu de votre appétence pour tout ce qui est technologie, et qui acceptent d'améliorer logiciels, etc. De même, les communautés de marques. Bon, donc là aussi, on va vous dire comment réparer le frigidaire en question, parce qu'il y a des gens qui savent tout à fait vous répondre à la question sans qu'on aille mobiliser un salarié de la maison en question. Toutes ces activités, tous ces mouvements posent la question de ce que travailler veut dire. Alors d'accord, on va me dire « Ah oui, mais attention, ça c'est pas un boulot, ça ne rapporte pas de rémunération. » Mais l'enjeu n'est pas là. Déjà, répertorions ce qu'est le travail. Dans le monde du travail bénévole, il y a des tas de gens qui passent leur vie du temps, et beaucoup de temps, et du temps de qualité, à animer des organisations sportives, etc., etc. Donc il y a vraiment une vraie activité qui se déploie et qui n'est pas vraiment repérée comme telle et qui crée de la valeur pour la communauté que nous sommes. Tout ça, c'est, j'allais dire, le travail à bas bruit et qui est troublant. Alors, s'agissant des plateformes, alors ça, c'est quand même génial. Non seulement on a les producteurs de services, dont, j'allais dire, hélas, l'image la plus emblématique a été absorbée par Uber à elle toute seule, mais enfin, il y a des tas d'autres plateformes où vous vous improvisez producteur. Mais sur ces plateformes, vous pouvez aussi vous improviser consommateur et producteur à votre tour. Donc c'est assez troublant, puisqu'en plus on a des casquettes qui tournent. Blablacar, d'une certaine manière, je suis producteur de services, et puis un autre jour, je suis consommateur, et vice-versa. Donc on a véritablement ce changement de casquette. Et mieux que tout, vous êtes noté. Vous êtes noté. Et le fait d'être noté, ça met en exergue ce que j'appelle moi la conscience professionnelle, de faire correctement votre boulot, si je puis dire. Et tout ça est troublant parce que ça s'organise par l'intermédiation évidemment des nouvelles technologies, en venant brouiller les fameuses frontières entre le travail, pas le travail, occasionnellement ou éternellement, et puis le travail dans l'entreprise, évidemment, avec la totalité des moyens technologiques auxquels on dispose, évidemment, les fameuses frontières du travail avec l'unité de temps, de lieu et d'action sont aujourd'hui plus que jamais en cours d'évaporation. Par conséquent, on est dans une situation où on est confronté à quelque chose qu'on finit par maîtriser de moins en moins bien. On savait, le salarié, d'une certaine manière, ouvrier derrière son établi, on savait le repérer. Il y avait la position travail, puis la position chez lui. Aujourd'hui, cette analyse-là devient très complexe. Et alors après, je ne vous parle même pas de la qualification juridique de tous ces événements-là. Alors, fort de ce constat, c'est-à-dire un travail qui se diffuse partout pendant qu'on explique que l'automatisation vient en effet réduire
le nombre potentiel de salariés qui sont, alors on dit pour le moment, qui touchent essentiellement des activités automatisables, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles d'être répétées sans cesse. Je souligne qu'aujourd'hui, on est aussi tout à fait question de porter atteinte au travail humain dans des branches, j'allais dire, sophistiquées que sont la finance, le droit et la santé. À l'évidence, toutes ces technologies adossées à l'intelligence artificielle sont susceptibles de concurrencer le meilleur juriste qui connaît sa jurisprudence, le meilleur médecin qui opère, etc., etc. Donc on est vraiment dans une situation, en effet, où toutes les cartes sont rebattues. Et bien dans ce contexte-là, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est parler de notre écosystème. Dans ce contexte-là, la question qu'on peut se poser, c'est bien ou c'est mal de travailler? C'est enviable ou pas? Je veux dire, il faut le protéger ou pas, ce travail? Parce qu'on finit par avoir un doute. Voyez-vous, il est loin le temps où Voltaire, en 1764, disait « Le travail modéré entretient la santé du corps et de l'âme ». Bernanos, en 1928, de souligner que « Tu travailleras, c'est de ta santé dont on parle ». Aujourd'hui, on est plus proche de Henri Salvador, 1965, qui dit « Le travail, c'est la santé, le mieux pour la conserver, c'est de ne rien faire ». Évidemment, on est plus proche de cette épure-là. Songez que lorsqu'on évoque le travail, et comme d'habitude le travail salarié, c'est toujours calamiteux. Exemple, le cinéma. 2014-2017, 3 ans. Je ne vous parle pas des calendes, je vous parle de la semaine dernière. 3 ans, 5 films. Depuis 2 jours, 3 nuits, La loi du marché, Merci patron, Carole Mathieu, Corporate. Voilà. Donc des films qui retracent, à un titre ou à un autre, un caractère outrancier, un trait de caractère plutôt outrancier, plutôt peu enthousiasmant du côté de la figure du patron, susceptible de toujours alimenter cette idée doloriste de ce que travailler veut dire, avec en exergue toujours cette idée que, dans le fond, on risque d'atteindre la santé à laisser travailler les gens sous la houlette d'un employeur fétide. C'est une idée qui est très fortement ancrée en nous, et ce qui pose la question de la confiance. Et quand on regarde plus spécifiquement, en dehors du cinéma, la sphère du travail, du contrat de travail, et donc la sphère du salariat, on se dit effectivement, dans la mesure où la santé et les atteintes à la santé, et notamment particulièrement l'atteinte à la santé mentale, a été mise en exergue ces 10 dernières années. Entre parenthèses, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de stress, de burn-out, de pénibilité, etc. Je dis simplement que c'est la manière principale sous laquelle on évoque le travail, étant précisé que si on parle de santé, il serait intéressant de regarder les rares études qui sont faites comparées au nombre qui tombent tous les 6 mois en matière de dégradation des conditions de travail de salariés concernant la santé des chômeurs, par exemple. C'est absolument apocalyptique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la manière que l'on a d'évoquer le travail, il n'y a rien à faire, c'est toujours, peu enthousiasmant. Alors, le surgissement des robots, le surgissement de toutes ces technologies qui vont nous sortir de là, devrait nous permettre de sautiller dans la rue et d'être contents, de créer notre propre activité pour se sentir libéré. Donc, du coup, on pourrait se dire que loin de la figure du salarié exploité et malheureux, il y a la figure du salarié auto-entrepreneur, c'est-à-dire, en d'autres termes, du salarié libéré de ce joug qu'est le contrat de travail. Et bien, pas mieux. Je vous rappelle à cet égard les gloses que l'on fait autour de cette prochaine action judiciaire autour de la requalification en contrat de travail des personnes qui contribuent à la plateforme d'Uber, toujours elle, et qui montre par ce truchement un truc bizarre, c'est-à-dire que si on écoute bien ce que l'on dit dans les journaux, sans plus, eh bien dans le fond, c'est tellement dur, c'est tellement assorti de suggestions que du coup, c'est nécessairement un contrat de travail. Vous voyez cette idée? C'est une idée très enthousiasmante, c'est-à-dire que le travail, c'est nécessairement là où on souffre. On n'a jamais dit que le contrat de travail, c'était le lieu de toutes les souffrances, à titre obligatoire et à titre exceptionnel, un lieu où on s'en sort à peu près. Heureusement, la grande étude de la CFDT qui a été faite et qui est produite, enfin qui a été publiée en avril de cette année, auprès de 200 000 personnes, c'est un joli échantillonnage, montre quand même que plus de 75% des salariés sont plutôt contents de leur sort. Donc ça fait plaisir. Il y a une vraie distorsion de la façon dont on appréhende le travail. Et moi, mon point est le suivant.
dans ce contexte de raréfaction possible du CDI, du travail, etc., compte tenu de la robotisation et du reste, des nouvelles technologies, eh bien, n'a-t-on pas intérêt à considérer comme un bien précieux ce fameux travail, et donc d'essayer de, pourquoi pas, d'utiliser ou de recourir au prétexte de l'introduction massive des nouvelles technologies, je veux parler de la révolution numérique et de l'intelligence artificielle, pour, au passage, redorer le blason de ce que travailler veut dire. Ainsi, d'une certaine manière, nous obligeant nécessairement à changer de tropisme, en considérant que, dans le fond, désormais, les organisations, ça s'appelle les entreprises, les organisations pour tenir debout, faire face à la fois à l'obsolescence qui les touche au titre des technologies et au titre des exigences qu'elles ont de jouer dans un monde sans frontières et dans un monde qui change tout le temps. Dans le fond, l'idée, c'est plutôt il faut favoriser cette rapidité d'exécution pour toujours être le plus possible dans la course, et ce faisant, changer la manière de percevoir le travail, non pas comme étant un facteur d'immobilisme, mais pour la personne physique comme étant un facteur de mouvement. C'est-à-dire que je prends aisément, j'aime apprendre l'image du vélo. C'est-à-dire que dans le temps, on n'avait pas besoin de monter sur un vélo, on était assis sur une chaise et ça se passait très bien. Aujourd'hui, il faut prendre ce vélo, et c'est en pédalant qu'on tient debout. Ça veut dire que, évidemment, ça fait quand même 20 ans qu'on galvaude le principe, mais la formation est évidemment vitalissime. Mais fondamentalement, on ne l'a jamais pris vraiment au sérieux, cette histoire de formation. Pourquoi ? Parce que et le code du travail et les règles en général faisaient que votre job, vous l'aviez. Bon, il y avait les promotions éventuellement, mais fondamentalement, vous n'étiez pas en distorsion de compétences avec les exigences du fameux job. Et là, comme on sait que le facteur principal, c'est l'obsolescence des technologies et donc de ce que vous avez à faire, par hypothèse, c'est le coup d'après qui compte. Ça serait une bonne occasion, en faisant la publicité, si je puis dire, de ces nouvelles technologies, pour dire c'est formidable, on va vivre quelque chose qui nous permet de tenir debout et d'avancer grâce à ces nouvelles technologies, plutôt que d'en avoir peur et de se replier sur une idée, j'allais dire sur l'idée selon laquelle à ne pas bouger, si ça se trouve, le problème passera. Il se trouve que chez nous, l'habit fait le moine. Le chômage structurel gigantesque auquel nous sommes confrontés pose un problème de fond double. D'abord, le chômage pour ce qu'il est. Très bien. Mais la deuxième chose, c'est que chez nous, l'habit fait le moine, encore une fois. Et que quand vous n'êtes plus titulaire d'un CDI parce que la boîte a fermé ou parce que vous avez été licencié, évidemment, c'est extrêmement difficile de surmonter la chose, puisque c'est le titre que vous avez et, j'allais dire, la place que vous occupez dans une entreprise qui fait de vous ce que vous êtes. Et donc, quand vous la perdez et que vous avez du mal à la retrouver, forcément, il y a une forme comment dirais-je, et là-dessus, il y a aussi beaucoup de littérature, une forme de distanciation qui est faite vis-à-vis de vous parce que vous êtes en situation de ne pas revêtir, encore une fois, ce que vous donne l'attribut du contrat de travail. Et là, c'est parce qu'encore une fois, le contrat de travail est tout en haut de notre architecture et que, pour le reste, si vous êtes autre chose, vous n'êtes pas vraiment, un travailleur. Dans le fond, à ce stade-là de mon topo, je peux dire que qui est auto-entrepreneur ou qui est entrepreneur individuel, entre vous et moi, il n'occupe pas un job. Ce n'est pas un vrai job. Le vrai job, c'est d'être directeur truc ou salarié à droite ou à gauche, mais celui qui dit moi je me suis lancé, je me suis lancé dans une activité, c'est formidable. Oui, d'accord, bon, on verra après. C'est-à-dire qu'on n'est pas convaincu. Et pourquoi ? Parce que notre système est fait comme ça et qu'il n'y a pas de place pour ce genre par principe d'expérimentation. Cela dit, ce que je dis est presque un peu daté, et j'espère qu'il l'est, car précisément, il n'empêche que pendant ce temps-là, la roue tourne, et pendant ce temps-là, les auto-entrepreneurs, etc., se créent, et les initiatives en ce sens sont prises, et on verra comment. Alors, évidemment, dans l'hypothèse où la nouvelle technologie de toutes sortes finit par nous retirer notre chaise et notre boulot, il y a la question de savoir quelle est la compétition que l'on entretient avec la machine. Dans le fond, est-ce qu'il est venu le temps d'être totalement asservi à cette machine ? Et puis donc, du coup, si la machine fait le boulot, moi, je regarde et j'attends. À ce point précis de l'histoire, il semblerait, je ne suis pas assez
pas assez érudite à l'égard des fameuses technologies, mais il semblerait que tout ce qui tourne autour de l'intelligence cognitive, tout ce qui fait notre irrationalité, tout ce qui fait notre mauvaise foi, enfin nous, quoi, eh bien ça, la machine, elle ne l'encapsule pas encore. C'est-à-dire que l'empathie, zéro, pour le moment, semble-t-il. Et donc, d'aucuns ont élaboré autour de cette idée que, dans le fond, il nous faut développer tout ce qui permet de donner du lien, etc. À telle enseigne que dans certaines entreprises, c'est développé un espèce de concept que j'ai entendu à plusieurs reprises, de vouloir être dans les data humanistes. C'est-à-dire que les data dont vous savez que la collecte, etc., peuvent permettre de réaliser des merveilles, notamment dans le matching, du recrutement et des évolutions professionnelles. On se dit qu'il serait pas plus mal d'y insérer une petite dose d'humanité, j'allais dire, de revue et correction de ce que la machine nous dit au travers de nos yeux à nous, c'est-à-dire les yeux d'un être humain. Et donc toutes ces activités, tous ces jobs sont susceptibles de constituer les fameux métiers de demain qu'on ne connaît pas. Exemple, j'ai lu récemment que, je ne sais plus dans quelle entreprise, mais on avait inventé les bienveilleurs. C'est-à-dire que c'est le type qui est bienveillant et qui accompagne les modifications, qui aide les personnes à s'adapter à un nouvel environnement. Et donc on voit bien que c'est l'empathie qui a l'air de prendre le dessus, ce qui veut aussi dire qu'effectivement tous les jobs qui sont destinés autour de la personne, et nous ça tombe bien, on est un peuple vieillissant, on fait aussi des petits, donc on a beaucoup d'activités, le cas échéant, autour de cette dimension-là. Mais au-delà de ça, il n'est pas exclu qu'on se réconcilie avec nous-mêmes. Et alors, c'est drôle, là je vous fais une confidence, moi en tant qu'avocat, j'ai passé les 15 dernières années de ma vie à éradiquer toute notion de subjectivité. En droit du travail, il faut être tout objectif, tout pareil, tout doit être équivalent, etc., à ce que l'on doit dire et faire à l'égard de tout un chacun. Et là, cette idée que le retour de la subjectivité pourrait surgir m'amuse beaucoup parce que finalement, nous nous réconcilions avec notre être. En réalité, l'enjeu est ici double. L'enjeu, c'est d'une part, quelles sont les sources de revenus que tous ces liens que j'ai évoqués auprès de vous sont susceptibles de provoquer au profit du bénéficiaire, de celui qui travaille, et que donc, si l'on reconnaît comme travail cette activité, alors il est susceptible de recevoir une forme de revenu. Et puis la deuxième question sous-jacente et qui, elle, touche à l'entreprise, c'est comment on partage la valeur. C'est toute la question de la captation de valeur. Est-ce que la valeur se fait ou pourrait se faire autrement que par le truchement d'un salaire, mais, ou plutôt au travers d'autres dispositifs. Alors le salarié, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui lui arrive ? Aujourd'hui, présentement, là, on voit des éléments qui permettent de dire que le salarié, il se rebiffe. Le salarié, il accepte finalement plus le deal, d'abord parce qu'il s'aperçoit qu'on ne le lui offre plus, le deal qui consiste à dire contre protection, tu me dois subordination. Pour une raison très simple, c'est que le lien de subordination, c'est-à-dire l'obéissance, ça n'existe plus dans la société. Vous avez vu, vous, dans les familles, dans la société, à l'école, l'obéissance n'est plus le ressort qui fait que l'organisation tient. Au contraire, on exalte l'individu, ce qu'il a à dire, il faut négocier tout le temps, en d'autres termes. Et il semblerait que dans le cadre du contrat de travail, ce soit le seul endroit où demeure cette idée que quand on bosse, on a un chef et on fait exactement ce qu'il lui demande. Or, en réalité, l'histoire très récente, et là c'est une histoire de 3-4 ans, montre au contraire que les aspirations, évidemment des plus jeunes, mais aussi des vieux, que nous sommes, consistent à se rebeller de cet état de fait. Et cette forme de rébellion, on la voit au travers d'un certain nombre d'éléments. D'abord parce que notre vie quotidienne, toute percluse, j'allais dire, de technologie, fait que nous sommes tous plus impatients. Quand on achète une paire de chaussures à 1h du matin, on aimerait bien qu'elle soit livrée le lendemain à 8h. Attendre le lendemain après-midi, c'est déjà long. On est dans la construction d'un projet de vie personnelle, tout le temps, où on nous donne des accès, et c'est à nous de bâtir ce qu'est notre façon de nous projeter dans nos propres projets individuels. Et lorsqu'on franchit le pas de la porte de l'entreprise, alors là, il faudrait tout remettre entre les mains de l'entreprise et ne plus, faire autrement que d'obéir au système. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu effectivement surgir des éléments de harcèlement, de ce qu'on a appelé le burn-out, etc., parce qu'il y a une crise de l'engagement du salarié dans l'entreprise, du fait de la non-compréhension de ce qu'on lui demandait.
du fait d'organisations qui lui paraissent plutôt étranges. Et on a vu surgir cette notion, toujours en français, de bullshit job et de réaction, où l'on voit un certain nombre de gens abandonner purement et simplement la sphère du salariat pour se reconvertir dans un vrai métier, avec un vrai travail, essentiellement dans les métiers de bouche, d'art, etc. Mais toujours est-il qu'il y a une vraie forme de revendication à quelque chose qui soit différent. Alors, ces stratégies de retrait, dans ces stratégies de retrait, il y a la start-up, qui constitue une stratégie de retrait. Je ne parle pas uniquement de tous ces jeunes gens sémillants qui sortent des grandes écoles, qui à 47% d'entre eux rêvent de créer leur start-up, mais ce qu'elles vous disent par là, c'est qu'elles rêvent surtout de ne pas rejoindre la grande organisation avec un chef vétilleux et facétieux. C'est ça qu'ils vous disent. Mais sur la start-up, il y a 2 ou 3 éléments supplémentaires qu'il faudra souligner. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'entreprise classique, elle refonde totalement son management. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle s'inspire précisément de tout le champ sémantique qui avait été mis en vigueur par les communautés de travailleurs différents qui s'appelaient les hackers, les makers, dans les années 70, des communautés qui avaient été créées en réaction aux grandes entreprises et à la hiérarchie et au travail prescrit, en inventant un mode de travail très différent, très esthétique, avec une idée que chacun contribuait en bidouillant, c'est la définition de hacker, en bidouillant ce qu'il avait à bidouiller. Je passe sur les grandes entreprises très très puissantes qui sont sorties de ce mécanisme, mais ce qui est drôle, c'est que tout ce qui est hackathon, coworking, etc., tout ça, c'est des mots qui viennent précisément de la sphère qui avait été bâtie en réaction aux grandes entreprises, lesquelles grandes entreprises aujourd'hui vous mettent du hackathon, du coworking, de l'innovation, de la Fab Lab à tous les étages. Et mieux que ça, vous transforment les espaces de travail en d'aimables sofa room avec ping-pong intégré. Vous avez le droit de venir en short le cas échéant. Le tout, c'est que vous ayez des idées. Donc on voit bien que cette autonomie qui est mise en place par les plus grandes entreprises classiques du fait de l'ubérisation dont on parle, eh bien, a suscité une réaction très, très, très intéressante, essentiellement sur le champ sémantique. Les grandes boîtes du genre GE ont renoncé à l'évaluation annuelle, encore une fois, marque du lien de subordination. Elles ont renoncé en grande pompe à cette opération en disant ça n'a pas de sens, on passe notre vie à se parler, à se contre-parler, à être chef et sous-chef, à coopérer ensemble, et c'est pourquoi les grandes entreprises ont intégré l'univers que j'appelle déco, coopération, communication, collaboration, etc., plutôt que l'univers hiérarchique. Et c'est très perceptible, même si pour de vrai, surtout que nous sommes français, donc nous avons le droit d'être sarcastiques, nous ne sommes pas toujours totalement convaincus de l'efficacité de la chose, mais il n'empêche que parfois les mots absorbent les faits, et toujours est-il que nos enfants, en tout cas, y croient. Donc on verra ce qui se passe. Si bien qu'aujourd'hui, on a quoi ? On a vu l'émergence du salarié figure du travailleur dépendant, indépendant. D'accord ? On a créé le travailleur dépendant parce que salarié, mais indépendant parce qu'autonome. C'est formidable parce qu'en faisant ça, on s'est mis en situation de créer une concurrence avec le travailleur indépendant-dépendant. C'est l'autre. C'est l'auto-entrepreneur, c'est l'entrepreneur individuel qui, lui, est indépendant sur le papier, mais dont on dit qu'il est dépendant. Il est dépendant précisément des donneurs d'ordre de l'entreprise. Donc c'est intéressant de voir que ces deux figures, sur le fondement de ce qu'elles sont, finalement se ressemblent. En d'autres termes, dans les tiers-lieux, les espaces de coworking, c'est très difficile de faire la différence entre un bon vieux salarié de l'entreprise du CAC 40 à côté d'un freelanceur jovial qui travaille tout pareil avec les mêmes ordinateurs, etc. C'est très difficile de le comparer. C'est pourquoi, dans une étude que j'ai conduite, en m'affranchissant comme ça des canons de mon art, je me suis dit, mais dans le fond, est-ce que le ressort du lien de subordination est toujours susceptible de caractériser la relation de travail dans l'entreprise à l'aune du XXIe siècle. Étant précisé que le lien de subordination, son inverse, ce n'est pas le chaos. On peut organiser parfaitement à la main de l'entreprise la fameuse organisation, mais simplement, c'est moi, salarié, qui accepte de coopérer avec vous. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est moi qui concède de coopérer avec vous dans le cadre d'une trajectoire qu'on sait qui aujourd'hui est fractionnée, pourvu que, et la condition c'est celle-là, pourvu que cette trajectoire soit apprenante. Il faut que j'apprenne un truc. C'est ce qu'on appelle l'empowerment, toujours en français. C'est-à-dire l'idée que j'accrois mon employabilité, mot galvaudé depuis la fin du XXe siècle, parce que c'était de la pub. Mais la réalité, c'est qu'il faut absolument, et c'est à cette condition seulement, que les jeunes et les moins jeunes acceptent de rentrer dans l'entreprise en tant que salariés, pourvu qu'ils apprennent quelque chose. Ça veut donc dire que le mouvement est au centre, et que ce faisant, c'est la voie de pouvoir faire, j'allais dire, ouvrir la place à un autre type de travailleurs à côté du salariat. Et pour mettre fin à l'hégémonie du salariat,
à la figure dite de la start-up. J'en reviens à la start-up. La start-up a ceci de particulier que vous savez ce que ça veut dire, start-up? Ça veut dire TPE, mais jovial, c'est-à-dire TPE, mais pas loser. Pourquoi? Parce que start-up emporte avec lui tous les mots positifs, pourtant il nous en faut, des mots les concepts positifs, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'idée que vous pouvez réussir, l'idée même que vous pouvez rater, le droit à l'échec est même revendiqué comme un principe, et la figure emblématique de la start-up permet de vous dire que, avec une sorte de connivence généralisée, que vous vous affranchissez des règles tatillonnes et délirantes du droit du travail, du droit commercial, du droit ceci et cela. Vous avez le droit de tâtonner. Et donc, comme je le dis toujours, c'est la face lumineuse de la TPE, de la même manière que le freelanceur, c'est la face lumineuse de l'auto-entrepreneur qui, lui, marne et qui a du mal à survivre. Donc, vous voyez bien, ces deux aspects de cette figure sont assez intéressants. La start-up, en plus, elle est générique. Parce que la start-up, elle vise aussi bien la personne physique, l'auto-entrepreneur, que la SAS, c'est-à-dire la figure sociétale, la fameuse idée du garage en étroit, et après on fait Google. Donc ça, c'est la start-up. La start-up aussi a un truc particulier, c'est que vous pouvez, ce faisant, vous trouver en situation non seulement de viser évidemment tout ce qui est tech, French Tech, FinTech, Meditech, enfin tout tech, mais aussi jardinage, comment dirais-je, des jobs tout à fait, des métiers, dirais-je, dans la restauration, enfin des métiers totalement traditionnels. Donc on voit bien que c'est un mot parapluie qui est susceptible de dire simplement « je suis à côté » du salariat. Et donc l'enjeu est le suivant. Si on veut faire de la place à la start-up, et si c'est une bonne idée, je mets de côté évidemment le taux d'échec, etc., car il existe et est important, mais les Français sont prêts à y faire face, ce qui est quand même troublant. Mais si on veut que cela vive ensemble, ça veut donc dire que le salariat doit prendre une place moins hégémonique qu'actuellement, et c'est pourquoi le fait de retirer le lien de subordination empêcherait toujours d'avoir une subordination, si je puis dire, de la figure du travailleur indépendant sous celle du salariat, puisque ultimement, à l'issue d'une opération de requalification, je peux me retrouver au sein du Saint Graal, c'est-à-dire avoir un CDI entre les mains. En d'autres termes, le seul moyen de procéder à une meilleure considération sociale et une revalorisation des activités dites de start-up, notamment individuelles, c'est de faire en sorte que mécaniquement, on ait affaire à deux activités et non pas l'une moins bien classée, moins bien considérée que l'autre. Quelle est la clé de tout ça? C'est évidemment la redistribution, l'accès des personnes physiques au marché, à la protection sociale et aux droits qui sont concédés aux véritables adultes, c'est-à-dire non seulement la santé, la retraite, voire le chômage, mais ça c'est en cours, mais encore au logement et au crédit. Une fois qu'on aura résolu ces problèmes-là, au travers évidemment d'un compte nominatif individualisé qu'on a vu comme étant le compte personnel d'activité, aujourd'hui on pourrait même l'appeler le compte personnel des protections, parce que protection, ça c'est un mot qui nous parle, eh bien, ce faisant, ce mouvement sera sécurisé et sera susceptible d'apaiser les tensions que l'on voit tant dans l'entreprise, enfin des personnes physiques, tant dans l'entreprise qu'à l'extérieur. J'espère que ces explications auront éclairé quelque peu la notion de ce que travailler veut dire aujourd'hui, pas dans 10 ans, mais là maintenant, et qu'à cet égard, vous aurez des éléments de réflexion utiles. Merci.